Bien, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je voulais vous dire que je suis ravi d'intervenir pour ce lancement de la Fête de la Science 2020. Euh, Vu d'ici, en effet, le nombre de places condamnées est impressionnant et je vous remercie d'avoir défié certains risques pour assister à cette conférence qui va durer 45 minutes. Le reste du temps, je crois qu'on a 2 heures au total. J'aimerais qu'on le consacre à des discussions avec vous, puisque j'aimerais bien savoir ce qui, dans la tête d'un élève de terminale ou de première, féconde l'intérêt pour les sciences ou le désintérêt pour les sciences, parce qu'après tout, c'est possible. Et donc, on essaiera de ménager un temps d'au moins 1 heure pour la discussion. Alors, évidemment, compte tenu du titre qui a été proposé, on pourrait imaginer que je parte dans des digressions philosophiques sur ce qu'on appelle la vérité. D'abord, est-ce que la vérité, ça existe? Est-ce que c'est constitué d'énoncés, par exemple, dont on ne peut pas imaginer de douter? Autrement dit, est-ce que le vrai, c'est le vraisemblable? Ou bien est-ce que la vérité, elle est très loin, elle est très cachée? Il faut l'aller débusquer par toutes sortes de méthodes bizarres. Est-ce que la science peut atteindre la vérité? Et si oui, est-ce que la science l'atteint dans les choses mêmes? Ou est-ce qu'elle a besoin d'invoquer des idées supérieures, un peu comme chez Platon? Bref, c'est des questions que on pourrait discuter, mais je vais plutôt les réserver à l'après de ma conférence pour plutôt vous parler de sciences ordinaires. D'autant plus que un philosophe que vous étudiez certainement en ce moment, je parle de ceux qui sont en terminale, qui s'appelle Emmanuel Kant, disait que tenter de cerner les critères de la vérité, c'est-à-dire tenter d'identifier ce qui permet de dire qu'un énoncé est vrai ou non, qu'il s'agisse d'un énoncé scientifique ou autre, c'est comme, dit-il, traire un bouc. Quand on traite un bouc, il ne sort pas grand-chose. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que ça n'est pas parce que les critères de la vérité sont difficiles à identifier, à énoncer, à énumérer, que la vérité n'existe pas. Bon. Et donc, je vais essayer d'abord de vous faire une remarque sur la science, puisque pendant cette épidémie qui a démarré il y a quelques mois et qui continue, vous avez entendu, comme tous les citoyens français, beaucoup de scientifiques s'exprimer sur les plateaux de télévision ou ailleurs. Et moi, ce qui m'a frappé en tant que spectateur, c'est de voir à quel point, dans les discours, on confond la science et la recherche, qui sont 2 choses complètement différentes, même si évidemment certains liens les rassemblent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle la science, c'est en gros un corpus de connaissances éprouvé au cours de l'histoire par des vérifications, des prédictions, des tests, qui constituent ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la bonne réponse ou les bonnes réponses qu'on adresse à certaines questions qui, elles, sont bien posées et précises. Par exemple, la question qu'on s'est longtemps posée dans l'Antiquité, quelle est la forme de la Terre, est une question dont nous avons la réponse. La Terre est ronde. Elle n'est pas plate, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle est ronde. Voilà un résultat scientifique dont on peut imaginer, si on est vraiment sceptique de façon radicale, qu'un jour il sera démontré faux, mais je ne pense pas qu'on pourra démontrer par des arguments scientifiques que la Terre est plate. Donc l'affaire est réglée. Ensuite, l'atome existe. Ça a été un long débat qui a duré plusieurs siècles, même plusieurs millénaires. Aujourd'hui, on sait que l'atome existe. Ça ne veut pas dire qu'on sache tout sur l'atome. Mais l'existence de l'atome est une des choses les plus certaines qu'on puisse dire, puisque si vous la remettez en cause, alors par cohérence, vous devrez mettre en cause beaucoup d'autres choses. De même, on sait que l'univers observable est en expansion. On sait que les espèces vivantes évoluent. Et donc, il y a là un corpus de connaissances qui constitue la science et qui est constitué de ce qu'on pourrait appeler des vérités scientifiques, qui ne sont pas des vérités absolues. Et d'ailleurs, si vous prenez un énoncé qu'on vous présente comme une vérité scientifique, il se peut que dans l'histoire des idées, dans la suite des révolutions qui ponctuent par exemple l'histoire de la physique, cette vérité demeure vraie, mais qu'on soit obligé de modifier la façon de la dire. Je vous donne un exemple.
vous savez tous que la Terre tourne autour du Soleil. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose tous les ans en Europe, dans un pays d'Europe différent, pour voir comment évoluent les connaissances scientifiques des populations. Il y a 10 questions qui ont été choisies. Parmi celles-ci se trouve la question: est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Et si on veut être bien noté, évidemment, il faut répondre oui. Mais quand vous dites oui, la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est au centre, que le Soleil est une sorte de référentiel particulier qui peut servir de référence pour décrire le mouvement de la Terre ou d'autres planètes. Or, vous savez peut-être qu'en 1915, il y a eu une nouvelle théorie de la gravitation proposée par Einstein qui s'appelle la relativité générale, dont le principe fondamental consiste à dire tous les référentiels, tous les repères si vous préférez, sont équivalents. Même les repères accélérés, quel que soit le repère que vous choisissez pour décrire et indexer les événements, eh bien, il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres. Tous les référentiels sont équivalents. C'est ce qu'on appelle la démocratie des référentiels. Et donc, le Soleil, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous faites du Soleil un référentiel particulier puisqu'il serait le centre des mouvements des planètes. Et donc, il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil, mais il faut dire cette phrase d'une façon différente qui ne laisse pas entendre que le Soleil serait un référentiel privilégié. Donc vous voyez, il y a des vérités de science qui cessent d'être complètement vraies, qui deviennent fausses. Par exemple, on a longtemps cru dans les siècles passés à ce qu'on appelle le phlogistique pour transmettre la chaleur, ou bien à l'éther luminifère pour porter la lumière. On sait maintenant qu'on s'est trompé. Donc ce qui était considéré comme une vérité scientifique est devenu faux. Et puis il y a des vérités scientifiques qui demeurent vraies, mais on doit, comme je viens de le dire sur un exemple, modifier la façon de les dire. Et bien c'est ça la science. Ça a donc quelque chose qui prétend avoir accès à la vérité au sens où on n'a pas la vérité absolue, on n'a pas la vérité sur toutes les choses, mais à propos de certaines questions bien posées, on estime qu'on a trouvé la bonne réponse. Et puis il y a la recherche. Et la recherche, ça n'a rien à voir. La recherche, ça consiste à se poser, à partir de la connaissance de ce corpus, des questions nouvelles dont nous n'avons pas la réponse. Et donc, il faut aller la chercher. Il faut faire des études. Il faut mettre sur pied des expériences, des protocoles, utiliser des stratégies qui dépendent de la discipline scientifique qu'on a choisie. Les physiciens ne travaillent pas comme les biologistes ne travaillent pas comme les sociologues. Les physiciens ont ceci de particulier que leur théorie s'exprime mathématiquement, sous la forme d'équations, de formalisme, ce qui distingue cette science d'autres sciences qui sont moins appuyées sur des théories mathématiques. Et donc on se pose des questions, et tant qu'on n'a pas la bonne réponse, et ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, je reprends l'exemple d'Einstein avec la relativité générale, il l'a publié en 1915, et en 1916, il voit que certaines solutions des équations correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui des ondes gravitationnelles. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elles existent ou non? Et Einstein se dit, je pense qu'elles existent, mais je pense qu'on ne pourra jamais les détecter. Et comme vous le savez sans doute, vous êtes jeune, mais peut-être que vous lisiez déjà les journaux en 2015. En 2015, un siècle après, on a pu détecter pour la première fois dans l'histoire les ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux trous noirs il y a 1,3 milliard d'années. Et donc il a fallu attendre un siècle pour passer d'une réponse à la question est-ce que ces ondes existent qui était on ne sait pas, on pense que oui mais on n'a pas de preuves, à la réponse oui maintenant on sait. Donc après un siècle de doute, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus sûr à nous mettre sur la main et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Or qu'est-ce qui se passe quand vous confondez, comme on l'a fait sur les plateaux de télévision, la science et la recherche? Un chercheur qu'on invite,
Si on lui demande par exemple au mois d'avril, est-ce qu'une personne qui a été infectée par le virus est susceptible, après qu'elle a guéri, de retomber malade parce qu'elle est à nouveau infectée par le même virus? Un chercheur dit j'en sais rien, et dans mon laboratoire on mène des études pour le savoir. Mais si vous invitez des chercheurs qui comme ça sur les plateaux disent on ne sait pas, est-ce qu'ils seront réinvités? Non. Ils seront remplacés par d'autres personnes beaucoup plus sûres d'elles, qui répondront à cette question de façon affirmative en allant bien au-delà de leurs compétences et surtout de leurs connaissances. Et donc, on distille ainsi une image brouillée, puisque quand on regarde les choses de l'extérieur, on se dit que finalement le rapport de la science à la vérité est ambivalent, puisqu'on nous dit que la science accède au vrai, et en même temps on nous dit que la science pratique le doute systématique. Et on confond les deux. Quand on fait de la recherche, on pratique le doute parce qu'on n'a pas les réponses. Quand on se contente de la science, on n'a pas pratiqué le doute, en tout cas pas de façon systématique et radicale, parce qu'on connaît, autant qu'on puisse imaginer connaître, les bonnes réponses aux questions.